Salut à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans un nouveau numéro du Let's Try Podcast. Bienvenue chers trailers, chers trailers et celles et ceux qui ne le sont pas d'ailleurs. Je suis extrêmement heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro des LTP Demande Conseil et aujourd'hui nous allons aborder le thème des coachs professionnels. Vous le savez, je suis actuellement en formation et je suis sur le point d'obtenir un BPJEPS dans un centre de formation du sport. Et j'ai eu envie d'aborder ce sujet avec un invité que je vous présenterai juste après un petit message, le petit message habituel de salut à tous les Patreons qui nous ont rejoints cette semaine sur la plateforme Patreon, la plateforme de soutien participatif sur patreon.com/Let's Try le podcast. Cette semaine, nous avons Charles Thibault, Olivier Jean et salut Olivier, bienvenue dans la communauté. Donc merci à tous les deux de nous avoir rejoints et j'ai pu noter là ces derniers temps quelques petites rencontres entre différentes personnalités et personnes du Patreon et ça me fait vraiment plaisir. Donc merci à Michael, merci à Guillaume, merci à Fredo, merci à Fabrice, merci à tout le monde de faire en sorte que cette communauté puisse se voir en dehors des moyens de communication virtuels. Comme je vous le disais juste avant de passer ce petit message, nous avons souhaité aborder le sujet de l'importance des coachs professionnels dans le cadre d'un accompagnement de qualité, que ce soit au niveau individuel ou au niveau des clubs et des associations. Et nous allons vous expliquer quels risques il peut y avoir à ne pas travailler avec des coachs professionnels et diplômés. Pour parler de ce sujet, j'ai demandé à Thomas Pigois de me rejoindre une nouvelle fois sur l'épisode. Je le remercie pour le temps qu'il m'a accordé et je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps. Voici ma conversation avec Thomas Pigois. Salut Thomas Pigois, comment vas-tu ? Bien Nico et toi ? Ça va super. On est à la maison, voilà, tu es gentiment venu me rejoindre chez moi. On est sur la terrasse au soleil, puisqu'on est dans le sud. Je rappelle, 300 jours de soleil par an, il faut en profiter. On est bien. On est bien. Donc merci déjà d'être venu. Et puis c'est la deuxième fois que tu apparais dans le podcast et j'ai souhaité te faire venir pour aborder un sujet qui nous tient à cœur en ce moment et de manière générale. C'est la différence entre coach professionnel diplômé et coach non professionnel et donc non diplômé. Et donc on va essayer de parler un petit peu de tout ça. Déjà, est-ce que tu peux me dire pourquoi tu as accepté, tu as souhaité parler de ça avec moi ? En fait, on a fait un peu le même constat au fil de nos coachings, dans les parcs, dans les clubs. Voilà, nous enfin, c'est notre vie, on fait que ça, donc on voit ça tous les jours et on fait un constat qui est alarmant parce que voilà, on voit des gens qui sont mis en danger tous les jours par des coachs qui se sont inventés coachs et qui en plus vont prendre le boulot des coachs pros, et c'est déjà bien compliqué comme ça. Donc voilà pourquoi j'ai accepté de venir parler de ça. Alors, pour rentrer un petit peu plus dans le détail, effectivement, c'est un sujet d'épisode dont on parle souvent, et avec Olivier et Benjamin aussi. C'est vrai qu'à de nombreuses reprises, on a pu constater, nous notamment à Aix-en-Provence, sur des zones un petit peu aux alentours du stade Carcassonne, etc., qu'il y avait des coachs ou des animateurs sportifs, je ne sais pas comment on peut les appeler, qui avaient simultanément à peu près 80-100 personnes en même temps sur des séances de renfo du soir. Et en y regardant un petit peu plus près, on s'est vite rendu compte que c'était l'anarchie complète. Et nous, ça nous touche particulièrement. Et voilà, du coup, pourquoi on a voulu lancer ce sujet-là. Tout à fait. Voilà. On va commencer déjà dans un premier temps. On va essayer d'organiser un petit peu l'échange quand même malgré tout, pour pas partir dans tous les sens, pour pas faire que des constats alarmistes. On va déjà expliquer un petit peu ton parcours au niveau formation, parce que tu as la particularité d'avoir une double formation. Toi, tu as une formation universitaire en licence TAPS, tu vas nous en parler. Tout à fait. Et puis tu t'es formé complémentairement aussi dans le domaine du golf, en ayant passé un BPJEPS donc golf. Et donc là, ce qui est intéressant avec toi, c'est que tu as cette double vision universitaire et plutôt professionnelle, parce que je rappelle, en licence TAPS, c'est l'université, et le BPJEPS, c'est plutôt la voie professionnelle par le ministère des Sports. Après, je parlerai un petit peu de ma formation, BPJEPS actuelle, que je suis en train de terminer. Et puis après, on va un petit peu échanger sur tout un tas de sujets, sur les risques, les responsabilités, etc. Voilà. Déjà, dans un premier temps, Thomas, est-ce que tu peux
revenir assez en détail sur ta formation sportive que tu avais fait. Je crois que c'était à Lumini, il me semble, à Marseille. Alors, j'ai fait le DUG STAPS à la faculté de Toulon, le STAPS de Toulon. Et après, j'ai voulu faire en fait le complément de la licence en entraînement. Donc du coup, j'ai dû aller, à l'époque, c'était à Montpellier. Ouais. Donc je suis allé faire ma licence STAPS à Montpellier. Mais en fait, la licence, c'est un... Bon, maintenant, ça n'existe plus. Maintenant, c'est 3 ou 5, je sais, j'ai un truc comme ça. Enfin, je ne suis pas trop au courant de ce qui se passe exactement maintenant. Mais Moi non plus, je crois que ouais. c'est... Voilà, maintenant, c'est licence ou master. Donc à l'époque, c'était un diplôme qui était assez complet, on peut dire, au niveau physio, au niveau anatomie. Donc voilà, ça va quand même assez profond dans les connaissances. Mais comme tu l'as dit, en fait, rapidement, on se rend compte qu'avec ça, tu ne peux pas vraiment travailler parce que tu n'as aucune expérience professionnelle. Par contre, tu as une carte pro du coup qui t'est délivrée. Par contre, tu peux demander ta carte professionnelle pro, à partir de la licence. Ouais, tout à fait. À l'époque, tu pouvais rentrer en kiné, tu pouvais, avec cette licence à l'époque, tu pouvais aussi être prof de sport en privé. Dans le privé, c'est encore le cas d'ailleurs, je crois. Donc voilà, donc on a la possibilité de travailler avec, mais on n'a pas la formation, je trouve. On n'est pas l'aspect professionnel, formé pour ça du tout. Non, il n'y a pas de stage. Voilà. Donc c'est vraiment le côté universitaire c'est le côté qui pêche un peu, mais malgré tout, c'est quand même assez approfondi en termes de connaissances, que ce soit psychologie du sport, que ce soit aussi l'histoire du sport, physio, anatomie. Enfin, voilà, c'est assez large. Donc comme tu l'as dit, à la suite de ça, j'ai fait pas mal de trucs, notamment j'ai passé un brevet professionnel jeunesse et sport. Alors c'était juste à la liaison en fait avec le brevet d'État. Le brevet d'État s'est arrêté. Le fameux BE. Ouais, le fameux BE s'est arrêté et j'ai passé ce brevet professionnel de golf. Qui lui alors est à l'opposé parce que lui il est vraiment professionnalisant, c'est-à-dire qu'en fait tu as une formation si on va à l'inverse, au niveau théorique, c'est vraiment, on survole au niveau physio, c'est un peu dangereux d'ailleurs. Absolument, ouais. Mais par contre, au niveau professionnel, on est obligé de trouver un stage, on est obligé d'être employé dans une structure, de travailler dans cette structure de manière tout à fait bénévole. En tant que stagiaire. Ouais, c'est ça. Pas toujours d'ailleurs, je crois qu'il est légalement possible d'être rémunéré en tant que stagiaire, mais bon, dans la majorité des cas, c'est quand même... Ouais, en fait, il y a plusieurs types de contrats possibles, sauf que si tu as plus de je sais plus combien d'années à l'époque, il fallait justement qu'il te rémunère, et du coup, c'était beaucoup plus compliqué de trouver des stages, parce qu'il fallait qu'il te paye. J'aimerais bien revenir, moi, juste, si tu veux bien, sur la fin de ta formation universitaire, et de comprendre un petit peu déjà comment était constituée cette formation. Tu l'as dit, c'était beaucoup de la théorie. Tu te sentais prêt là au niveau physio-anatomie? Vraiment, tu partais avec des bonnes armes, à ton avis, avec un bac plus 3? Je pense qu'au niveau physio et anatomie, ça suffit largement pour faire du coaching et pas faire de bêtises, de comprendre en fait ce qui se passe au niveau musculaire, au niveau physio, les différentes filières. Enfin voilà. Après, c'est sûr que tu vas pas faire de la recherche. C'était il me semble qu'on en avait parlé, c'était un peu ton objectif à un moment donné. Exactement. Ça t'aurait bien botté ça. C'était en fait le seul truc qui me plaisait en fait dans cette filière. C'était le poste d'enseignant-chercheur m'aurait plu. Après, j'aimais trop le sport. J'avais trop envie de faire du sport à l'époque. Quand tu es jeune, tu sais pas trop ce que tu veux faire. Donc j'ai dérivé un peu après, mais c'est vrai qu'à l'époque, ça m'aurait plu. Ouais. À la sortie de ce diplôme universitaire, de cette licence, tu as commencé une activité pro, accompagner des gens ou pas du tout? Je devais aller en fait en maîtrise, j'y suis allé une semaine. Mais pas avec grand succès apparemment, non? Non, pas avec grand succès en fait. Et en fait, je jouais déjà au golf et puis je voulais vraiment trouver quelque chose justement j'avais plus envie de ce truc théorique où en fait tu n'apprends pas un métier quoi. Et j'avais plein de connaissances dans le golf et en fait les pros de golf en fait ça me faisait un peu rêver quoi. C'était le métier où tu pouvais vraiment vivre de ta passion. En plus à l'époque ils gagnaient bien leur vie. Enfin voilà, c'était un truc qui était sympa.
Et du coup, bah, j'ai pris la décision à l'époque. En plus, j'ai eu vraiment besoin à cette époque, en sortant de licence, de gagner de l'argent. Et c'était bah, voilà, c'était le truc qui a été déclencheur. Et du coup, je me suis inscrit dans ce brevet d'état de golf. Mais pourtant, Euh, tu pouvais accompagner des golfeurs potentiellement légalement avec cette licence. alors, Pourquoi, c'est quoi qui t'a poussé à bah, complémenter non, ta tu formation? peux, en fait, tu pourrais peut-être entraîner des golfeurs, mais pas leur donner des cours Hmm, dans un golf. Parce qu'en fait, c'est assez complexe. d'accord. Dans un golf, tu payes un droit de tapis, c'est-à-dire que Ouais, tu vas louer l'emplacement où tu vas là, et c'est hyper contrôlé. C'est un peu comme un brevet d'état de ski. d'accord. C'est-à-dire que tu Ouais, ne peux pas y donner des cours de ski avec une licence TAPS. d'accord. C'est hyper contrôlé aussi. Donc, c'est des BE où tu peux encore vivre de ça, Ouais. comme le BE de tennis peut-être. Ouais, Ou, c'est des BE hyper ouais, spécialisés avec c'est des prêts gardés, des prêts. ah ouais, c'est Ouais, hyper gardé. Ouais, c'est ouais, hyper gardé. Puis en plus, tu t'exerces dans un cadre privé. ouais, Donc du coup, ils vont pas s'amuser à prendre des profs de golf qui n'ont pas de brevet d'état, enfin maintenant de BP quoi. d'accord. Donc, pour récapituler un petit peu, on va revenir sur ton BP après. Les deux manières que tu as aujourd'hui, il me semble, d'avoir une carte prof, il y en a plusieurs, hein, mais il n'y en a pas que deux, il y en a d'autres, mais les principales, ce sont les licences par la voie universitaire et ces fameux BP, les anciens BE. Et il y a aussi une troisième voie qui s'est ouverte récemment, c'est les CQP, les certificats de qualification professionnelle, C'est ça, on en entend parler de plus en plus. Ouais. Ouais. qui eux sont beaucoup moins précis, ils sont limitants dans l'activité aussi, Ouais. en termes d'horaire, en termes de volume horaire, en termes De de niveau de nombre aussi, de personnes de nombre de aussi. personnes. Mhm. Mais par contre, ce sont des formations qui sont beaucoup plus accessibles. Je crois que c'est une centaine d'heures. Là où une formation universitaire de 3 ans, on ne peut pas faire le calcul, mais c'est monstrueux. C'est monstrueux. Et le BP, Un c'est plus BP de c'est 1000 heures. pareil. C'est plus Ouais. de 1000 heures. Ouais, j'y suis en plein dedans, c'est plus de 1000 heures. Pour en revenir à ta situation, enfin à l'époque, quand tu as passé ce fameux BP, euh, qu'est-ce que tu y trouves dans cette formation professionnelle de différente par rapport à la licence? Ah, c'est Mis à part je te coupe strictement. encore une fois, mais Ouais. mis à part le fait que c'était vraiment plus professionnel, comme tu as dit tout à l'heure, et qu'il y avait plus de stages et tout, mais voilà, une différence de niveau, tu l'as dit. Ouais. Mais quoi encore? Bah, une grosse différence de contenu, ça c'est certain. Hmm, Euh, Après, au niveau pédagogique, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que tu vas apprendre vraiment la pédagogie de l'enseignement. En Tu vas, fonctionnaire public? bah oui, en plus, tu vas apprendre. Enfin, c'est pas du tout le même objectif en Hmm, fait de diplôme. hmm, C'est-à-dire qu'un diplôme universitaire, en fait, ça ouvre plein de portes, hmm, mais t'en as pas une précisément voilà, t'as pas un débouché vraiment, quoi. hmm. Alors que là, on te forme pour un métier, donc on va vraiment rentrer dans le cœur du métier. J'ai même eu la chance de pouvoir apprendre à donner des cours en anglais. Mhm. Ça m'a servi après, pas que dans le golf, mais Mais de en général. pouvoir, voilà, de pouvoir discuter en anglais sur des de techniques. C'est super enrichissant. Hmm, Donc voilà, tout cet aspect-là, c'est même impossible à mettre en place dans un diplôme universitaire. Donc, hmm, les deux se complètent bien. Après, le tronc commun du BP, c'est vrai, parce qu'on parle de tronc commun, tout ce qui est hmm, physio, anatomie, en fait, c'est un tronc commun et hyper léger. hmm. Et hyper léger. Non, c'est clair, je confirme. Ouais. Je confirme. Donc pour résumer, formation universitaire très théorique, formation BP très pratique, très professionnalisante. On peut estimer que tu es formé correctement, en plus de euh, aujourd'hui toute ton expérience professionnelle. Et du coup, pour le coup, moi je vais faire un petit peu un retour sur ma vision de la formation BPGEPS, puisque je suis actuellement un BPGEPS APT, Activité pour tous, qui est sur le point de se finaliser là. Et effectivement, comme tu le dis, pour qu'on puisse un petit peu comprendre de quoi est constituée cette formation, c'est à peu près 600 heures de, d'enseignement théorique en institut de formation et à peu près 600 heures de stage en structure d'accueil. Donc comme tu le dis, on a vu depuis le BP, depuis l'abandon du BE que a priori ils ont choisi de vraiment professionnaliser encore plus ce brevet professionnel et mettre encore plus les étudiants en conditions réelles et je confirme que c'est vraiment le cas. Moi j'ai fait donc moitié de stage et moitié de théorie.
Donc effectivement, on est beaucoup plus confronté à la réalité du terrain et on est mis en situation professionnelle à de nombreuses reprises lors de la formation. Et par contre, effectivement, au niveau de la théorie, c'est un peu moins développé en ce qui concerne le BPGEPS APT. On va un peu plus dans le détail en ce qui concerne le BPGEPS activité de la forme, option haltérophilie et musculation. Mais malgré tout, voilà, c'est la force de ce BPGEPS, c'est l'aspect professionnalisant de cette formation. Donc tu confirmes? Ah ouais, complètement. Ouais, ouais, complètement, complètement. Après, il ne tient qu'au BP de compléter leur formation avec des livres. C'est dans les livres qu'on va apprendre le plus, je pense, hein. Moi, je suis sans cesse en train de chercher des documentations, des nouveaux bouquins, voilà, pour compléter le savoir, parce que de toute manière, ce qu'on a appris il y a 10 ans, ça vaut plus rien. Exactement. Donc, ce n'est que des diplômes qui nous permettent de faire quelque chose, et puis après, ça tient qu'à nous d'aller chercher pour rester à la page, parce que voilà, si tu te renouvelles pas, c'est sûr que enfin, il y a tellement de choses qui ont évolué, on dit quasiment l'inverse de ce qu'on disait il y a 15 ans. Surtout, Donc, surtout dans les sports d'endurance ouais. qui nous concernent plus particulièrement. Ouais, la nutrition, ça En tout, ce qui quoi. concerne la nutrition, en ce qui concerne les théories de l'entraînement, etc. Donc puisque tu parles de cette formation continue, on appelle ça la formation continue, c'est ce qu'on fait une fois qu'on est diplômé. On se doit de se former continuellement pour acquérir du savoir et se mettre à la page de toutes les différentes études, différentes nouveautés qui sortent, etc. par rapport à la science de l'entraînement notamment. Moi, j'ai décidé, en plus de ce BPGEPS, de me former au niveau fédéral, donc avec la FFA, pour, pour avoir une crédibilité sur cet aspect-là aussi. Mais comme tu le dis, je pense que la clé de tout, et je pense que tous les professionnels de l'encadrement sportif et de la santé liée au sport diront pas le contraire, c'est vraiment cette capacité de curiosité et de se renseigner sur toutes les nouvelles techniques, les nouvelles théories, les nouvelles études qui sortent, quoi. C'est ça, exactement. C'est exactement. Il faut aller chercher des preuves scientifiques de ce qu'on avance. Il faut lire, il faut se documenter. C'est vraiment la clé. Il faut faire des formations, même si les diplômes qui sont délivrés de cette formation sont pas reconnus, c'est quand même un plus. Moi, je sais que j'ai fait une formation en triathlon l'année dernière qui m'a beaucoup apporté. Parce que tu es C'est certifié Ironman, hein, il me semble. c'est ça, j'ai passé la certification pour être coach Ironman, donc c'est une marque qui a décidé de faire ça, mais qui a réuni les meilleurs coachs américains en triathlon, donc C'est pas rien. c'est pas des peintres. Et voilà, et ça a donné un contenu j'ai trouvé ça exceptionnel. Pareil pour la nutrition, il y a des formations qui existent qui sont pas certifiantes, mais qui vont quand même apporter pas mal de choses, quoi. Donc, voilà, faut pas se limiter juste à passer un diplôme juste pour avoir le droit de faire, mais c'est pour apprendre, quoi. Et puis aller sur d'autres disciplines aussi, avoir la curiosité d'aller voir d'autres disciplines, pas forcément, nous on est vraiment spécialisés dans l'endurance, mais aller dans d'autres disciplines, dans le sport co, etc., dans les sports de vitesse, etc., ça peut aussi donner des idées. Donc c'est pour ça que moi personnellement, j'adore les documentaires sportifs, un peu inside, sur lesquels on peut voir des différentes techniques d'entraînement. Là, je pense un peu à la Formule 1 ou à la MotoGP, etc. C'est des supports aussi qui peuvent nous permettre voilà, de dire, tiens, ça, je pourrais l'adapter dans un éventuel Complètement, exercice. Voilà. Toi aussi, tu pratiques ce genre de... Ben, ouais, en fait, moi j'ai eu la chance d'être sollicité par justement des sportifs qui n'avaient rien à voir avec ce que je fais. Mais ça t'oblige à aller comprendre en fait leur activité, d'aller peut-être même essayer. Alors parfois c'est compliqué, hein. J'en avais un qui faisait du GP, donc en moto. Mhm. Mais ça m'a obligé en fait à comprendre vraiment son activité, en fait, à comprendre que au cardio, c'est un effort de dingue en fait. Mhm. Qu'ils ont des sollicitations au niveau des avant-bras qui sont monstrueuses par exemple, et trouver des exos qui pouvaient l'aider. Enfin, voilà, c'est grâce à ça que tu évolues, que tu cherches et que tu vas appliquer même après ces trucs sur d'autres sportifs qui n'ont rien à voir, hein. En fait, l'idée de l'épisode aussi, c'était d'expliquer un petit peu le raisonnement suivant, qui est de dire, on est formé dans un cadre précis, qui donne une carte professionnelle, ou que ce soit à l'université ou que ce soit dans un cadre plus professionnalisant.
Ces outils de base, et nous on nous dit très souvent au BPJEPS aussi, hein, allez voir, allez chercher, etc. Et c'est pour ça aussi que le fait d'être professionnel, d'être diplômé, déjà ça nous donne beaucoup de bases sur la théorie, mais ça nous donne aussi beaucoup de bases sur la pédagogie, en fonction des différents publics et tout. Et c'est vrai, c'était vraiment l'objet de cet épisode, c'était de faire comprendre que effectivement, c'est pas parce qu'on est professionnel qu'on est forcément compétent, mais par contre, ça donne le minimum de connaissances et de prise de conscience de notre activité pour la faire évoluer dans la meilleure des manières. Exactement, ouais. Ouais, ouais. Ouais, c'est sûr que c'est une assurance en fait pour les clients d'avoir un minimum de service et d'être un minimum en sécurité. C'est-à-dire que, parce que là, on parle carrément pas de performance, mais juste de sécurité, quoi. De sécurité, d'avoir des séances adaptées à son niveau, à son âge, voilà, ne serait-ce que ça. Parce qu'on voit des trucs complètement aberrants. Nous, dans le cadre de la section trail d'Aix-Atelier, qu'on salue d'ailleurs, Eric et Nathalie et tous les adhérents, on fait souvent faire des séances de renforcement musculaire parce que nous, on est vraiment, enfin toi en particulier, tu as mis ça en place depuis des années. Le renforcement musculaire et le trail, c'est indissociable, hein. On dit souvent un peu rapidement le renfo. Complètement. Ouais. Le renfo, mais vraiment, c'est-à-dire que c'est un sport qui, pour moi, ne peut pas être pratiqué de manière sécure et de manière réfléchie sans faire de renforcement musculaire à un niveau assez important quand même, hein. Et donc, nous, le fait d'avoir été, entre guillemets, formé théoriquement, donc toi plus que moi dans le niveau universitaire, mais moi en me documentant et en augmentant un petit peu mes connaissances, notamment au niveau de la physio et de l'anatomie, ces bases-là nous permettent pas de reproduire ce qu'on voit sur les chaînes YouTube ou de dire un squat c'est comme si, un squat, mais comprendre pourquoi on fait le squat de cette manière. Tu confirmes ? Ouais, complètement, ouais, complètement. Ouais, et puis pourquoi on fait tel type de squat et pourquoi pour cette personne-là, il va falloir qu'elle fasse des squats plutôt avec les pieds plus écartés, plus ouverts. Pourquoi celle-là, au contraire, on va lui dire fais les squats plus serrés avec les pieds parallèles. Quel muscle ça va développer? Enfin, voilà, ça s'invente pas, quoi. Ça s'invente pas, et ça, si t'as pas envie de faire progresser les gens, si tu te documentes pas, tu l'apprendras jamais, quoi. Et là, pour le coup, on disait tout à l'heure que ça évolue, mais là, au niveau anatomique, on sait comment on est constitué, quoi. Ah oui, On ça va pas changer. ça change pas, donc on risque pas de se tromper. On sait qu'on connaît les différents muscles qui sont présents dans le quadriceps. Ils ont changé tous les noms, mais c'est voilà, toujours ils les mêmes changent tous les noms, par contre, voilà. Donc ça c'est clair. Et donc pour en revenir à ces fameuses séances un peu anarchiques à la mode ou qu'on retrouve beaucoup sur Insta, etc. Là il y a un vrai problème. Là il y a un gros problème parce que déjà en termes de, on va parler aussi, si tu veux bien là de la capacité à un encadrant sportif à gérer un groupe. Oui. Il faut savoir que dans la majorité des cas, légalement, on n'est pas limité en termes enfin, tout du moins pour le BPJEPS, on n'est pas limité en termes d'encadrement, en termes de personnes. Sur le papier, oui, Voilà. Sur le papier, au niveau du diplôme, t'es pas limité. Après, il faut le faire dans la règle de l'art. Ce qu'on appelle les règles de l'art, c'est le faire en bon père de famille et de faire en sorte que on puisse le faire correctement. Ce qu'on voit nous, ce qu'on a vu à plusieurs reprises autour de nous, c'est dangereux. Oui, parce que le nombre de personnes par rapport à l'encadrement déjà est beaucoup trop important. Les postures sont pas du tout contrôlées et de toute manière, il n'existe pas un assureur, parce qu'il faut savoir que quand tu as une carte professionnelle, tu n'as pas d'assurance. C'est toi qui dois souscrire une assurance, une RC professionnelle. Une RC Pro. Ouais. Voilà, une responsabilité civile professionnelle. Exactement. Et cette responsabilité civile professionnelle ne couvre pas 80 personnes quand tu es tout seul. Ou même 2. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc voilà, tu t'es couvert un coach pour 25 personnes. Déjà, c'est pas mal. Et même un coach pour 25 personnes en renfo, je pense qu'au niveau des postures, c'est compliqué de contrôler. C'est compliqué. Donc voilà, il faut faire très attention à ça. Et nous, ce qu'on voit, c'est que c'est absolument pas respecté. Alors, on ne connaît pas exactement les conditions de ce genre de pratique au niveau financier, où je suppose que ça ne doit pas être très cher. Il est possible aussi que cette personne soit diplômée, qu'elle ait une carte pro. C'est possible aussi, mais en tout cas, nous,
de l'extérieur comme ça nous alerte sur le niveau sécurité, quoi, en tout cas. En tout cas, on voit des choses qui sont pas sécures. Ça c'est certain. Il fait prendre des risques aux personnes qui font ce genre de pratique. C'est tout ce qu'on voit. Mhm. Après, au niveau si on se re-axe un petit peu sur le trail, là pareil, hein, le trail c'est un sujet particulier parce que c'est quand même une discipline qui est, on va dire, relativement nouvelle. On en apprend tous les jours et ça revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure avec les nouvelles études. On passe notamment à Guillaume Millet, à tous ces scientifiques qui font des études sur le terrain, des études qui sont difficiles à mettre en place et tout. Et c'est aussi, toi tu pourras me le confirmer, c'est aussi l'expérience du terrain, d'avoir suivi des athlètes, d'avoir suivi des groupes, etc. Et toi, de ce point de vue-là, qu'est-ce que tu as constaté au niveau de l'encadrement du trailer? Qu'est-ce que tu pourrais ressortir? En fait, moi j'ai commencé à faire que de l'indiv. Donc au départ, je faisais des plans d'entraînement pour un athlète, séparément. Et après, j'ai eu la chance de pouvoir, ça n'existait pas à l'époque, hein, mais dans la région, j'étais un des premiers à proposer ça, d'encadrer les clubs. Qui faisaient appel à un prestataire vraiment professionnel pour encadrer leur séance. Et là, du coup, ça m'a fait réfléchir d'adapter justement le contenu d'un programme pour un individuel pour un club. Donc là, tu te rends compte en fait que la prépa physique, elle était inexistante. Donc tu leur amènes des nouvelles séances de renforcement, tu leur amènes des séances de puissance, des choses comme ça qui n'existaient pas. De vitesse aussi. De vitesse aussi, ouais, vraiment du spécifique qui est dédié à la pratique du trail. Alors qu'avant, c'était vraiment des entraînements du type athlé en fait. C'est des entraînements de course à pied classiques. Il n'y avait pas la spécificité vraiment du trail qui est hyper sollicitant au niveau des articulations, qui demande beaucoup plus de force, de puissance. Il faut vraiment adapter, quoi. Et là où c'est intéressant, c'est que quand je suis arrivé chez Exathlé cette année, j'ai tout de suite pris conscience que c'était réfléchi. Par exemple, un exemple assez précis, c'est que il y a une course annuelle qui sera Samoin cette année pour Exathlé. Et en fait, toute la saison est organisée autour de ça, autour de cette course club qui a lieu en juin. Et on a encadré la semaine dernière sur Ansel. Le week-end, à peu près un mois avant la course, Exathlé organise une sortie de préparation, voilà, un stage de préparation. Voilà, en fait c'est exactement ce que j'expliquais avant. En fait, on a adapté petit à petit ce qu'on propose pour un coaching individuel, pour quelqu'un qui veut réussir son objectif. Bon, on a adapté ça à l'échelle d'un club. Donc à l'échelle d'un club, c'est quoi? Tu programmes un objectif annuel, tu programmes un bloc de volume pour réussir cet objectif annuel, et puis tu vas programmer des macrocycles. Alors après, c'est à l'échelle d'un club, donc tu ne peux pas forcément choisir les jours d'entraînement, mais tu vas essayer de proposer quelque chose de progressif pendant l'année, avec un travail de force, ensuite un travail de puissance, un travail après plus d'allure de course quand tu vas te rapprocher des courses, voilà, et tout ça accompagné d'une préparation physique, donc d'une musculation. Et cette musculation va aussi évoluer au fil de l'année. Donc exactement ce qu'on fait pour un sportif même de haut niveau, tu peux l'adapter sur un groupe, quoi. Effectivement, sur cet aspect renforcement musculaire, je reviens parce que c'est important. Pour toi, pour moi, pour nous, de manière générale. On a du mal au début à faire en sorte que, parce que quasiment toutes les séances sont clôturées par une séance de renforcement musculaire. On essaie. Voilà. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est difficile à faire passer, parce qu'on sait très bien que si on leur demande d'en faire chez eux, très, très souvent, ça ne sera pas fait. Donc nous, on réserve toujours une partie de la séance pour cette partie-là de renforcement musculaire, parce qu'on sait au moins qu'avec nous, ils la feront, et ils la feront bien. Ah ouais, complètement. C'est tout l'intérêt de faire appel à des gens en qui c'est le métier, quoi. Parce qu'en fait, le problème actuel, pour revenir un petit peu au sujet vraiment de cet entretien, quoi, c'est que moi je vois de plus en plus en fait de coachs qui sont coachs, alors c'est peut-être c'est un peu méchant ce que je veux dire, mais qui sont coachs parce que en fait ils veulent faire du sport, mais leur passion c'est pas le coaching, c'est le sport.
Donc déjà, ils se trompent, ils se trompent de métier. Vrai sujet, ça. Voilà, il y a... Non, mais ça doit certainement en faire réfléchir plus Oui, d'un. oui, bah oui, parce que souvent c'est pour ça qu'ils deviennent coach, c'est pour faire du sport, pas pour faire progresser les gens. Et la deuxième chose que je vois aussi, qui m'embête aussi, c'est ceux qui veulent faire du coaching, mais qui ont un autre boulot, et du coup ils veulent faire du coaching, mais pas trop, donc qui vont prendre 2 heures de leur journée voilà, pour faire ça. Et du coup qui vont le faire un peu à moitié et qu'osent pas se lancer. Donc souvent t'as des clients qui vont être coachés par des gens comme ça et qui sont pas engagés à 100% dans le truc, donc c'est souvent à moitié quoi. C'est les deux cas un peu que je vois moi dans le coaching, en trail et autres, hein, c'est pas forcément... Il y a beaucoup notamment dans les clubs, il y a beaucoup de ce type de profil-là, des gens qui donnent aussi souvent parfois de leur temps gratuitement aussi, hein, les bénévoles aussi, oui. qui sont formés dans un cadre fédéral ou autre. Donc on les salue parce que eux, en l'occurrence, ils le font même pas souvent gratuitement. Donc cela, je pense qu'on peut les sortir. Et là, ça me donne l'occasion aussi de resaluer une nouvelle fois Eric et Nathalie qui ont eux fait le choix de la... alors c'est peut-être un peu présomptueux, hein, mais ils ont fait le choix de la qualité de l'encadrement. Ils l'ont intégré effectivement dans le calcul du prix de la cotisation. Ouais, bien sûr. Et ça a un coût, effectivement. Mais par contre, voilà, ils ont fait ce choix-là. Et donc ça, c'est à saluer malgré tout parce qu'il y a beaucoup de clubs qui le font pas. Tout à fait, ouais, mais je pense qu'ils ont compris en fait, parce que en fait tu fais le choix, tu dis le choix de la qualité, mais c'est un peu ça en fait, c'est le choix de prendre des personnes en qui c'est le métier et qui vont se donner à 100% pour vraiment fournir un service à des clients. C'est-à-dire qu'on est même, nous on n'est même plus dans un cadre où on va dire ça va, on est bénévole. On fait ce qu'on peut. Nous, on fait pas ce qu'on peut, c'est notre métier. Donc voilà, on veut vraiment avoir un service et avoir des avis de nos clients qui sont satisfaits, quoi. C'est vraiment, on est passé dans un cadre professionnel, quoi. Donc je pense pas que... Les enjeux sont pas les mêmes, quoi. Voilà, c'est complètement différent. C'est complètement différent. Et je pense que le bénévolat, c'est fantastique. On l'a vu ce week-end hein, avec le trail de mi-mai. Franchement, j'en profite pour féliciter l'organisation. J'étais jamais allé au cœur d'une organisation de trail comme ça. C'est monstrueux. Vous vous rendez pas compte, je pense, quand vous nous dites que les dossards sont chers. J'en profite pour vous dire, petit message, venez faire du bénévolat dans un trail, vous allez voir que les dossards ne sont pas chers. Ça, je vous le garantis, c'est monstrueux. Ou aller faire du triathlon. Voilà, ou alors aller faire un peu d'Ironman et vous allez revenir, vous allez trouver ça donné. Non, mais vraiment, c'est vraiment une organisation. Alors là, bien sûr, ils poussent l'organisation à la perfection. Moi, j'appelle ça un mini UTMB. Moi. Voilà, c'est ça. En termes d'organisation, c'est impressionnant. C'était impressionnant. C'est fait avec grand professionnalisme alors que c'est du bénévolat. Et franchement, bravo. Donc on salue quand même tous les bénévoles qui œuvrent pour faire en sorte que ce milieu... C'est ça. Bravo aux bénévoles parce que sans eux, il n'y aurait pas de course. Donc là, on s'est rendu compte de ce que c'était et franchement, bravo. En ce qui concerne une grosse partie de ton activité, c'est des coachings individualisés à distance. Oui. Qu'est-ce que tu peux dire de ce sujet-là, de cette activité-là, de coaching individuel? Qu'est-ce que ça apporte aux gens? Qu'est-ce que le fait que tu aies une carte professionnelle et tout, dans ce cadre-là, ça t'apporte quoi? Et voilà, quelle est la relation avec tes athlètes? Alors, c'est intéressant comme question parce que en fait, tu n'as besoin de aucun diplôme pour faire du coaching à distance. Alors ça, c'est dingue. Mais c'est comme ça, parce qu'ils ne peuvent pas contrôler, hein, bien sûr. C'est considéré comme du conseil. Voilà, donc vous pouvez prendre des coachings à distance sur Internet avec quelqu'un qui comprend absolument rien à ce qu'il va vous répondre. Mais c'est comme ça. Moi, en fait, j'ai fait ça parce que j'étais passionné d'entraînement, de sport, de performance. Et en fait, j'ai voulu faire ce que je faisais pour moi, pour les autres. Donc ça a pris beaucoup de temps, parce qu'à l'époque, on faisait des tableaux Excel.
Et même avant, c'était sur papier. Mais bon, moi, j'étais à l'époque du tableau Excel. Et après, il est arrivé ensuite des applications, des choses comme ça. Et maintenant, on arrive vraiment à fournir un service, je trouve, qui est génial. Parce que au-delà du contenu, bien sûr, des entraînements qui est important pour que ça soit sur mesure en fonction de ton niveau, de ton objectif, de ta vie perso, tu vas avoir vraiment une application qui va être synchronisée avec ta montre, qui va te synchroniser avec le Google Agenda. Alors si tu utilises Google Agenda, pas pour faire pas de pub. Ils n'en ont pas besoin, je pense. Ou les autres, ouais, ils n'en ont pas besoin. Mais c'est formidable parce que en fait, ça va vraiment faciliter la vie de ceux qui n'arrivent pas à s'organiser pour faire du sport. En fait, c'est ça que je vois, moi. Mon job, en fait, je le vois plus comme le fait d'organiser pour permettre à certains de faire, alors soit des objectifs tout à fait atteignables, hein, mais ça les rend beaucoup plus faciles à atteindre, soit vraiment se lancer des défis de dingue alors qu'ils ont des postes à responsabilité, qu'ils ont des travails de fous. Et qui n'ont pas envie de réfléchir surtout à leur entraînement. Et ils ont surtout pas du tout le temps de réfléchir à quoi que ce soit. Voilà. Et là, en fait, ils me donnent le truc. Et Gère. Ils me gèrent, voilà, ils m'envoient le truc. Et ils me disent, voilà, déjà, ils me demandent si c'est possible. Parce que c'est des gens qui réfléchissent quand même, en général. Donc ils me font confiance pour estimer la faisabilité du défi. Et puis ensuite, ils me font confiance pour gérer leur emploi du temps par rapport aux dispos, bien sûr, qu'ils me donnent, quoi. Donc ça, je trouve ça vraiment passionnant. Et je pense que c'est la grosse part c'est vraiment le plus d'un coaching à distance, quoi. Voilà. On arrive vraiment à faire même mieux, je pense, que du présentiel. Ben, le présentiel aussi, il va avoir un impact plus direct peut-être sur peut-être la motivation, et encore que, mais il aura pas plus d'outils, Ben, en fait, notamment en termes physiologiques. alors le présentiel, effectivement, peut être plus impactant au niveau motivation. Et encore, quoique, parce que maintenant, on peut vraiment échanger. Moi, j'ai des messages toute la journée des gens que je ne vois pas, mais que je peux motiver par mes messages et par un suivi régulier en leur montrant que je suis là, que je regarde ce qu'ils font, que je vérifie les séances, que je les mets à jour, je les fais évoluer. Donc en fait, au final, ce que ça va apporter, oui, ça va apporter, mais pour moi, c'est du luxe. C'est-à-dire que si tu peux te payer en plus des cours individuels... C'est pas le même prix non plus, hein. Ça n'a rien à voir, c'est pas du tout le même budget. Un coaching à distance, allez, on va faire une fourchette, c'est entre 60 et 100 euros par mois. Un coaching présentiel, c'est entre 60 et 100 euros par heure. Donc c'est pas du tout le même budget. Mais par contre, ça va t'amener effectivement des postures correctes, ça va t'amener un réglage si tu fais du vélo, ça va t'amener de la technique en natation, ça va t'amener des choses qu'effectivement c'est compliqué de faire en vidéo. Et encore, j'ai réussi à faire des réglages de vélo en vidéo. Hein. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus facile. Ouais. C'est vrai. Quand on parle de coaching à distance, on parle bien évidemment pas de ce que moi j'appelle le coaching algorithmique. Non, qui est proposé par certaines solutions qui ont le mérite d'exister, hein, qui sont souvent très bon marché, voire parfois gratuites. Là, tu peux nous expliquer un petit peu la différence entre ces solutions-là et ce qu'on propose avec Expert Sport Coaching? Ben, en fait, là, alors moi quand j'ai vu ça arriver, ça m'a fait très peur. Hein. Mais en fait, il n'y a pas de comparaison possible en fait, parce que t'as pas du tout le côté humain et tu vas pas du tout avoir l'échange avec la personne. On remplacera jamais en fait quelqu'un qui va être derrière son écran et qui va contrôler les séances, qui va contrôler les courbes, qui va écouter la personne qui est en face au téléphone et qui va ressentir en fait ce que la personne qui est en face, si elle est fatiguée, si elle est contrariée parce qu'elle a des problèmes à son travail, et tout ça en fait va permettre de mettre à jour les séances au fil des semaines ou même au fil des jours parfois quand tu es blessé. Ça se fait en journée, même plus en semaine en fait, puisque ça évolue. Et ça, il
peuvent construire tous les algorithmes du monde, c'est irremplaçable. Mais surtout, c'est ce qui me frappe, parce que effectivement, moi, je suis une ou deux personnes avec ton aide aujourd'hui, parce que voilà, je ne suis pas encore diplômé, mais tu es là pour me former aussi. Moi, ce qui me frappe le plus, c'est cette notion d'être rassuré. Quand on est dans des moments où on s'est blessé, ou quand Exactement. on a une douleur un peu inhabituelle ou quoi, on a de suite cette notion de dialogue, de communication. En plus, avec les nouveaux outils de communication, on arrive très facilement à échanger. C'est ça aussi qui est important, et c'est ce qu'on ne trouve pas, je pense, sur les solutions. Ah ouais, t'as bien raison, c'est un point qui est hyper important, donc j'y pense pas vraiment, parce qu'en fait ça devient complètement naturel. Mais en fait, c'est vrai, tous les jours, on a des débriefs, et tous les jours, on va rassurer la personne qui me dit ouais, mais j'ai fait cette séance, mais j'ai commencé à avoir une petite douleur là. Et en fait, avec notre expérience de coureur, de triathlète, de machin, nous, la douleur, on l'a eu déjà 500 fois. Donc, on peut lui expliquer à quoi ça correspond. On peut lui conseiller, si on sait ce que c'est, d'aller voir un spécialiste, de gagner du temps. Parce que des fois, ils attendent, ils courent sur la douleur. On peut lui dire même des fois d'arrêter de courir complètement pendant une semaine. Voilà, et tout ça, en fait, c'est vrai que c'est irremplaçable. Tu peux pas. L'expérience plus la formation. Eh oui. Donc c'est aussi le sujet de. Enfin, c'est principalement le sujet de l'épisode, hein, on est là On pour revient ça. complètement dans le sujet là. Voilà. Donc formation professionnalisante, expérience professionnelle, outils adaptés au temps moderne, à l'heure actuelle. Moi, ce que j'aimerais quand même souligner, c'est que si demain vous avez l'envie de passer par un conseiller, ou quelqu'un qui vous prépare des entraînements à distance, ou des plans d'entraînement, il y a quand même un moyen de vérifier si cette personne-là a été formée, a une carte professionnelle et tout. Je voudrais aussi rappeler, alors, comme tu le disais tout à l'heure, que dans le cadre du conseil à distance, c'est un peu porte ouverte. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas réellement de réglementation, mais par contre, si une personne propose des séances de coaching en physique sans diplôme ou sans carte professionnelle, c'est 1 an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, potentiellement. Vous avez un site pour vérifier si la personne est répertoriée en ce qui concerne la carte pro, c'est eapspublic.sport au pluriel.gouv.fr. Voilà, donc ça, c'est un site sur lequel vous pouvez retrouver tous les éducateurs sportifs diplômés et référencés, et donc j'espère faire partie bientôt, mais ça devrait le faire. Pour toi, quels sont les principaux risques pour un athlète? Et on va parler plus précisément du trail là maintenant. Quel est le principal risque pour un athlète de pas être accompagné par un coach certifié et diplômé? Par rapport à, si on compare Sur la sécurité, on va dire. un accompagnement avec quelqu'un qui est diplômé et non diplômé, Ouais. bah déjà, il y a une question d'assurance. C'est clairement, hein. En fait, si tu te fais coacher par quelqu'un qui n'a pas de diplôme et qui n'a pas d'assurance, ben, si tu as un problème, t'es pas couvert. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, bah, tu lui donnes ta santé, quoi. Donc, moi, ce que je vois souvent chez les coachs qui n'ont pas de formation, c'est un problème de gestion de la récupération avec les séances, l'enchaînement des séances trop difficiles, la surenchère du volume. Enfin voilà, en fait, souvent, ils vont appliquer aux autres ce qui marche pour eux. Ou ce qu'ils aimeraient faire aussi. Ou ce qu'ils aimeraient faire aussi. Mais voilà, ça peut marcher de temps en temps, mais c'est dangereux parce que voilà, il faut vraiment s'adapter à la personne que tu as en face, au public que tu as en face, à la disponibilité de chaque personne. Et ça, c'est voilà, il faut des diplômes et de l'expérience. C'est clair. On arrive tranquillement à la fin de notre échange. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose dont on n'aurait pas parlé?
Non, je pense qu'on a fait le tour, on a même débordé un peu. On a même sur le bénévolat et tout. Non, c'est bien, c'est bien. Mais bon, ouais, non, c'est vraiment sympa, hein, comme d'habitude, Nico. Tu commences à être habitué, non? C'est bon, ça y est. Je reviens quand tu veux. Ouais, c'est clair, c'est clair. Bon, en tout cas, merci, je te l'avais dit la première fois, merci pour ton accueil. On salue Olivier, on salue Benjamin. Ah ouais. On salue tout Aix-Satelet, la section trail plus particulièrement. Voilà, donc n'hésitez pas, je vais mettre sur le descriptif de l'épisode les liens pour vous rendre sur les sites dont j'ai parlé. Et puis pour conclure, voilà, sachez que être formé dans le milieu du sport, c'est pas une mince affaire. Moi qui ai eu une expérience professionnelle assez longue et assez comment dire, intense, en étant cadre et ayant eu beaucoup de choses à gérer. Le BPJEPS, et ça je voudrais le souligner quand même, le BPJEPS que je suis en train de passer, c'est quand même un diplôme qui est, de mon point de vue, assez compliqué. Ça demande plein de qualités, de l'adaptation, de la pédagogie, de la capacité à s'exprimer en public. Parce que ça, c'est vrai, tu m'as souvent mis dans le bain cette année à Aix-Satelet avec parfois 40, 50, voire 60, 70 personnes d'un coup. Tout à fait. Alors, on était plusieurs encadrés, hein, mais... Il faut le préciser parce que sinon... Oui, on était 3 ou 4, mais effectivement, s'exprimer devant 70 personnes, pour donner un... pour expliquer un exercice, c'est pas évident. Donc ça, c'est vrai que ça m'a mis de suite dans le bain et c'est pas simple. C'est vraiment... On en parlait encore avec un de mes profs cet après-midi. Souvent, on a un peu la sensation que les gens disent oh, ils travaillent dans le sport, ils s'amusent. Ben, j'ai envie de leur dire voilà, allez-y, mettez le survêtement et faites-le. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ouais, ouais. On a beaucoup de chance de travailler... de vivre de notre passion, c'est ça que j'entends beaucoup. Mais il faut savoir que ça a un prix. Ça a vraiment un prix, c'est difficile d'en vivre correctement. Parce que ça, on n'en a pas parlé, mais... On peut. Mais je pense qu'il y a beaucoup de coachs sportifs qui gagnent pas bien leur vie, qui font ça parce que ça leur plaît, mais c'est très compliqué de vivre correctement de ça. Et voilà, donc... c'était important de le Si en plus on rajoute à ça des coachs non diplômés qui viennent prendre le travail des autres, souvent casser les prix et c'est ça, en faire plus. du mauvais travail et tout, c'est... Ouais, c'est vrai que ça on n'en a pas parlé non plus, mais c'est quand même, ça c'est assez dramatique parce que il faut savoir que c'est très compliqué à mettre en place, c'est très compliqué à se faire connaître, c'est très compliqué aussi pour les clients de faire la différence. C'est comme pour les chasseurs, hein, entre le bon et le mauvais chasseur. Il faut, comme a dit Nico, il faut se renseigner sur les coachs. Il faut creuser un peu, il ne faut pas faire confiance à n'importe qui. C'est votre santé quand même. Voilà, c'est votre santé, c'est le temps que vous allez prendre sur votre vie perso et tout. Donc voilà, prenez soin de vous. Et puis on ressent aussi la passion de la personne qu'on a en face qui nous accompagne. Je pense que si vous êtes accompagné par quelqu'un, très rapidement, vous devez sentir pour quelle raison il le fait. Est-ce qu'il aime transmettre? Est-ce qu'il a envie de prendre soin de vous? Est-ce qu'il a envie de vous accompagner vers un objectif réalisable et atteignable en toute sécurité? Alors c'est vrai qu'on entend souvent que le travail, parfois, c'est un peu exagéré et tout, mais malgré tout, comme on disait hier encore lors d'une sortie, on a croisé quelqu'un, il disait « Ah, vous êtes les trailers, vous vous pétez les genoux. » Oui. Donc ça, c'est un peu l'image qu'on a, c'est vrai, c'est un sport qui est exigeant, mais si on le fait de manière intelligente, réfléchie, qu'on travaille, et je répète encore une fois, quitte à faire une fixette, le renforcement musculaire correctement pour permettre au corps d'encaisser ce qu'on lui demande. Nous, on est là pour ça, on comprend les tenants, les aboutissants de notre pratique, et on est là pour faire en sorte que l'athlète ou que la personne atteigne ses objectifs. Après, on accompagne aussi des gens dans la course à pied sur route. Là, c'est peut-être même parfois encore pire. Oui. Mais voilà, des vraies personnes diplômées et formées, ça ne se remplace pas. Tout à fait, Nico. Ouais. Merci Thomas pour tout ça. On va continuer, si tu veux bien, avec quelques petites questions qui nous ont été adressées par les Patreons. Avec plaisir. Dans quelques petites minutes. Et j'en profite pour te remercier parce que tu es aussi Patreon, donc ça fait plaisir. Oui. Tu soutiens aussi le LTP. Donc, ouais, c'est important de soutenir ton travail, je trouve ça génial. Donc, merci beaucoup. Donc à très vite et puis merci encore pour tout ce temps. Merci à tous d'être à l'écoute et merci à toi surtout. Allez, je t'en prie, salut. Ciao.
Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez passé un agréable moment en compagnie de Thomas Pigoa et que le sujet que nous avons abordé vous a intéressé et vous aura appris un certain nombre d'éléments. Si vous souhaitez rejoindre le Let's Try Podcast sur les réseaux sociaux, rien de plus simple, rendez-vous sur Facebook ou Instagram à Let's Try Podcast. Vous pouvez également me suivre sur LinkedIn ou Strava à Nicolas Guilleneuf. Également sur la tribu des Patreons, si vous intégrez les soutiens participatifs sur patreon.com/Let's Try le podcast. J'espère vous retrouver pour un prochain numéro du LTP et d'ici là, n'oubliez pas, je vous le dis et je vous le répète, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut, salut!